Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez correctement et également que le partage d'écran s'est bien réalisé. Si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à me le mentionner dans le chat. Je pense que c'est OK. Je pense que c'est tout bon. Si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à me le mentionner. Merci à tous de participer à ce webinaire consacré au surmoulage d'insert et les bonnes pratiques liées au surmoulage d'insert. Donc pour commencer, donc pour ceux qui me connaissent pas, je vais rapidement me présenter. Donc Hervé Heitmann, donc ingénieur d'application chez Applicite depuis 7-8 ans. Donc je m'occupe de tout ce qui est formation sur les outils Molflow et Fusion, du support technique, du suivi client de manière générale. Et j'ai une formation d'ingénieur en chimie des polymères et j'ai également travaillé par le passé chez MIHB et chez Renault. Comme toujours, n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour retrouver notre actualité au niveau de l'ensemble des événements, donc des webinars liés à la partie simulation, à la partie CAO, à la partie fabrication. Donc vous pouvez retrouver l'agenda global de nos événements directement sur notre site internet et vous inscrire directement aussi également sur ce site-là. Aussi, comme toujours, on propose la formation continue via le blog. Donc, chaque ingénieur d'application publie des articles chaque mois sur nos différents outils, Molflow, Fusion, PowerMill, PowerShape, fabrication, usinage, simulation, également aussi sur la partie méca. Donc, c'est une mine d'informations très précieuse qui vous permet effectivement voilà, d'avoir de la formation en continu, d'avoir les dernières actualités. Donc n'hésitez pas à y aller de temps en temps. Vous retrouverez une mine d'informations très précieuse liée à l'utilisation de vos différents outils. Au niveau de l'agenda des webinars 2025, donc aujourd'hui consacré au surmoulage d'insert, on en avait fait un fin janvier sur les nouveautés 2025. Si certaines personnes n'ont pas pu y participer, on peut vous envoyer l'enregistrement. N'hésitez pas à nous en faire la demande si vous souhaitez l'enregistrement et que vous n'avez pas pu vous inscrire. Vous pouvez nous faire un petit mail au support@applicite.com pour qu'on vous envoie l'enregistrement. Et ce qui restera à venir, c'est la gestion optimale des bases matières, l'optimisation automatique des circuits de refroidissement, une nouveauté 2025, la gestion des licences en utilisateurs nommés sur votre portail Autodesk, l'analyse thermique en conformal cooling, l'analyse Heat and Cool, donc soit via le procédé RockTool, soit via le procédé Variotherm. Les dernières options du solver fibre, parce qu'il y a eu pas mal d'améliorations et de nouveautés liées au solver fibre. Donc on souhaite faire un webinar à ce sujet. Aussi le calcul d'éventation. On n'avait pas encore fait de webinar sur cette partie éventation. C'est quelque chose qu'on utilise un petit peu moins souvent, mais qui dans certains cas peut être très utile. Donc on va faire un webinar consacré à ce sujet. Et en fin d'année, les nouveautés Molflow 2026. Je souhaite également vous parler du club utilisateur, donc qui aura lieu à Lyon le 4-5 juin prochain. Donc pareil, normalement, vous avez dû recevoir aussi potentiellement déjà les invitations. Vous pouvez également aussi directement vous inscrire sur notre site Applicite. Au niveau de l'agenda de ce qui est prévu, donc comme ces dernières années, on va faire une demi-journée d'atelier. Donc chaque participant pourra participer de manière consécutive à ces 3 ateliers. Donc un atelier qui sera animé par Cédric sur la simulation des matières thermodurcissables et des caoutchoucs. Un atelier qui sera animé par Sébastien sur les best practices au niveau du maillage 3D. Et un atelier qui sera animé par moi-même sur les possibilités et le paramétrage du calcul de retrait et de déformation dans Molflow. Donc ça, c'est prévu toute l'après-midi et ensuite s'en suivra un dîner et une soirée de bienvenue. Donc toujours une belle journée d'échange et de partage
où on passe un bon moment tous ensemble. Au niveau de la journée plénière, attendre que l'agenda défile. Donc l'introduction qui sera réalisée par Jocelyne Marinaro, la R&D d'Autodesk qui va venir présenter les nouvelles fonctionnalités de Molflow Advisor et de Molflow Insight, une présentation de Cinera consacrée à l'automatisation de Molflow via des process spécifiques. Ça peut être sur la mise en données, sur l'analyse des résultats, donc différents moyens d'automatiser Molflow via cette application. Et ensuite, une présentation de Valeo sur l'utilisation du Hit and Cool dans Molflow. Franco Costa qui présentera les axes de recherche et développement et les travaux sur lesquels ils ont travaillé ces dernières années, et ce qui intégrera aussi les futures versions de l'outil. Un cas de corrélation sur l'optimisation des défauts d'aspect et de déformation sur une grille qui sera réalisé par Eurostyle, et une présentation de MAPEP sur l'utilisation d'un polypro recyclé, et également, comme toujours, une présentation que j'animerai avec mes collègues sur les best practices et tout ce qu'il faut savoir en 2025 sur l'utilisation de l'outil Molflow. Et cette journée sera conclue par un cocktail de clôture. N'hésitez pas à vous inscrire, comme toujours, une belle journée d'échange de partage très instructive. Donc le 4-5 juin prochain à Lyon. Au niveau de l'agenda du jour, quelques petites définitions pour commencer sur qu'est-ce que le surmoulage d'insert. Également parler aussi de la liaison plastique-plastique ou la liaison plastique-métal, les avantages inconvénients, la disponibilité, pourquoi simuler les inserts dans Molflow, faire un focus sur la mise en données, regarder ensemble quelques résultats et également parler du core shift, une surcouche qu'on peut rajouter au calcul de surmoulage d'insert et les best practices par rapport à l'analyse de core shift. Donc le surmoulage, qu'est-ce que c'est? On va mettre en place dans la cavité un insert et au-dessus, on va injecter un polymère. Donc l'insert, il peut être de différents types. Ça peut être un insert métallique, de l'acier, du cuivre, du laiton, du bronze. Et ça peut également être un polymère, donc tout type de matière thermoplastique. Vous avez accès à la base complète. Ça peut être une matière thermoplastique que vous avez créée, ou alors un insert composite. Et ça peut également être un insert thermodurcissable, pareil que vous avez créé ou accessible via la base de données thermodurcissable de Molflow. Et donc dans Molflow, l'insert qui sera surmoulé aura une propriété insert pièce 3D. Un point important, ça va être le rôle de la liaison soit plastique-plastique, soit plastique-métal. Grosso modo, il existe deux méthodes principales selon lesquelles les couches de résine vont être liées. Donc une des méthodes, ça va concerner la liaison chimique et l'autre, la liaison mécanique, qui va dépendre, elle, de la géométrie physique au niveau de l'interface. Une liaison acceptable, je dirais que ça s'obtient par le biais d'une combinaison associant la conception de la pièce, la sélection des matières, la conception des moules et aussi le process de moulage. Après, une des grandes difficultés, ça va quand même être une des grandes difficultés liées au surmoulage, ça va quand même concerner la liaison chimique entre les matières surmoulées et les supports, qui en général sont froids. Donc pour optimiser la liaison, déjà, première chose, ça veut dire que les supports, en général, ils doivent quand même être manipulés avec précaution afin d'éviter toute contamination de surface, parce que cette contamination pourrait avoir un impact sur la liaison. Et aussi une sélection de matières adaptées qui permet de favoriser une bonne liaison. Donc typiquement ici, on retrouve un petit abac avec différentes liaisons chimiques qui ont été testées entre différentes matières. Donc selon la typologie de famille,
certaines matières, on sait qu'ils vont avoir une bonne liaison, une bonne adhérence. D'autres matières, on sait que c'est pas fait pour, que ce soit pour du surmoulage d'insert ou pour du bimatière, qu'il n'y a pas d'adhérence entre certaines matières, comme par exemple entre du polypro et du PMMA, on va pas avoir une bonne adhérence. Après, il y a aussi plein de liaisons ici dans ce tabac qui n'ont pas été testées. Donc, si on veut quand même vraiment valider la liaison chimique entre deux matières, il faut quand même en général faire aussi un essai physique, hein, très clairement. En tout cas, ce petit tabac permet déjà un petit peu de nous orienter et de savoir si on a une bonne adhérence, une adhérence acceptable ou à contrario une très mauvaise adhérence entre les différentes matières. Après, on a la liaison mécanique. Donc, bien sûr, on peut coupler cette liaison chimique à une liaison mécanique. Donc ici, par exemple, vous pouvez retrouver 3 typologies de liaisons mécaniques. Donc, encore une fois, dépendant de la géométrie physique, hein, au niveau de l'interface, comme vous pouvez le voir. Donc, le mieux, c'est potentiellement, effectivement, pour garantir ça, de coupler les deux. Et pour tout ce qui est insert métallique, on aura besoin quand même pour que le métal, entre guillemets, tienne vis-à-vis du plastique, d'une liaison mécanique. Parce qu'il n'y a pas de liaison chimique, grosso modo, entre les inserts en métal et l'insert en plastique. Ici, quelques images d'inserts en laiton, d'inserts en aluminium et d'inserts filetés aussi. L'avantage du surmoulage d'insert, ça va être de réaliser des pièces avec des fonctions spécifiques. Donc, par exemple, pour des notions d'étanchéité, protection aussi des inserts, protection contre le choc, réaliser aussi des fonctions spécifiques, tout ce qui est passage de courant électrique, surmoulage d'insert en cuivre, insérer une fonction pas de vis sur une pièce plastique, résistance à l'abrasivité, supprimer aussi des phases d'assemblage, très clairement, et pour des notions de finition aussi. Donc, dans certains cas, nécessaire pour garantir une fonction spécifique de la pièce de passer par ce procédé. Donc l'inconvénient, comme je l'ai un petit peu dit, ça va être la gestion de l'adhérence entre les matières, le placement dans l'outillage, maintien de l'insert dans l'outillage, valider aussi bien sûr tout ce qui est déformation et adapter la conception de la pièce et de l'outillage pour ce process particulier. Au niveau de la disponibilité, donc bien sûr tout ce qui est insert, vous pouvez l'intégrer dans votre injection thermoplastique classique. Donc c'est différent du surmoulage thermoplastique que vous pouvez retrouver dans l'ensemble des process simulés, où là on va être dans le surmoulage thermoplastique, on va être sur du bimatière, première injection, deuxième injection, mais où la première injection reste dans l'outillage, donc via moule rotatif ou via moule à écluse. Dès lors qu'on va placer notre insert dans l'outillage qui a déjà été fait, ou que la première injection vient sortir de l'outillage, on va être dans le cadre du surmoulage d'insert. Et donc, il est aussi possible, bien sûr, d'intégrer des inserts dans d'autres procédés, comme l'injection de poudre, l'injection de thermodurcissable, ou tout autre process, hein, d'ailleurs, que vous pouvez, bien sûr, intégrer vos inserts dans l'ensemble, on va dire, des process disponibles dans Molflow. Pourquoi intégrer nos inserts? Déjà parce qu'ils vont avoir un impact thermique. Donc l'insert, il va être placé dans l'outillage à une certaine température, avec une certaine notion de temps de contact avec la température du moule. Donc, il va conditionner aussi des températures différentes et impacter l'évolution du figeage du polymère, l'évolution de la gaine solide au moment où je vais injecter ma pièce. Donc, il peut impacter l'écoulement et la solidification et les pressions de la matière. En thermodurcissable, l'insert il peut avoir aussi vraiment un impact assez grand sur la cinétique de réticulation, pareil parce qu'il va jouer sur les températures, et en fonction aussi de la conductivité de mon insert,
ça peut aussi retarder la réticulation de ma matière. Donc super important de l'intégrer. Et bien sûr, aussi vital pour analyser correctement la déformation de ma pièce plus insert, donc la déformation de l'ensemble, pièce plus insert surmoulé. Et je pourrai également aussi, si je le souhaite, c'est une option facultative, visualiser le déplacement des inserts durant la phase de remplissage-compactage. Donc on peut coupler l'analyse de remplissage-compactage à un calcul de structure, donc ce qu'on appelle le core shift. On va également pouvoir visualiser des problématiques spécifiques concernant la refusion de l'insert, donc la zone de refondu. Comme je l'ai dit aussi, donc le déplacement de l'insert dans le moule, la partie core shift, et tout ce qui est aussi voilà, des problématiques liées à l'accrochage insuffisant entre les deux matières. Ça, c'est aussi des problèmes qu'on peut rencontrer. Au niveau du fichier CAO, alors toujours quand même nécessaire de l'ouvrir en CAO, ce fichier à simuler. Vu qu'on est en multi-composants, on peut avoir aussi plusieurs inserts avec notre pièce. C'est aussi potentiellement, quand on va recevoir un fichier CAO, des pièces qui sont plus sujets à des problématiques de conception. Donc, bien vérifier que les corps soient bien coïncidents, que la géométrie des inserts corresponde bien au niveau des interfaces de contact à la géométrie de la pièce à injecter. Et ce qu'on peut retrouver aussi fréquemment comme souci, c'est du jeu, par exemple, entre l'insert et la pièce à injecter. Donc ici, bon, le jeu il est quand même très important, mais voilà, ça peut arriver qu'on ait des jeux plus petits. Et auquel cas, quand vous allez générer votre maillage, ces petits vides à l'intérieur, en fait, il faut quand même les combler. Le mieux, c'est quand même de les combler en CAO parce que ça va vous rajouter des régions de connectivité, des corps en plus. Donc, si admettons, vous laissez ici, comme sur l'image de gauche, ce jeu, au lieu d'avoir, admettons, j'ai une pièce et un insert plus ce jeu-là, je vais avoir en région de connectivité 4 corps, ce qui sera problématique pour la génération du maillage 3D parce qu'il y a 2 corps en plus qui seront créés via ce vide généré. Donc toujours bien checker ça, ouvrir le fichier CAO dans Fusion ou dans un autre outil de CAO et bien préparer votre modèle, à l'analyse. Idem aussi si on a des inserts métalliques, souvent on a des petites fonctions, des petits picots pour garantir le maintien entre l'insert plastique et le métal. Pareil, le mieux c'est de se simplifier ça parce que si on a des toutes petites zones sur l'insert métallique, plein de petites arêtes vives, ça va faire aussi des maillages beaucoup plus volumineux. Donc voilà, toujours bien préparer notre modèle avant de le basculer dans Moldflow. Au niveau du maillage, donc on va importer notre pièce avec notre ou nos différents inserts. Et le mieux, bien sûr, c'est de mailler en corrélation exacte. Donc, dans l'onglet CAO, dès que vous allez faire votre première étape de maillage dual domaine, activer la corrélation exacte. Ça va permettre d'avoir un maillage coïncident entre la pièce et l'insert et d'avoir une meilleure transmission des informations au niveau de l'interface de contact en termes de température. Donc ça, vous pouvez aussi valider dans votre outil de CAO que les surfaces soient bien coïncidentes entre votre pièce et les différents inserts. Une fois que le maillage, après que le dual domaine est fini, vous pouvez directement dupliquer votre étude et générer le maillage 3D. Alors si vous le souhaitez, on peut mettre sur l'insert un peu moins d'éléments tétraédriques dans l'épaisseur. J'avoue qu'en général, je fais le même maillage que pour la pièce injectée. Je laisse avec 10 éléments tétraédriques dans l'épaisseur, mais on pourrait potentiellement un petit peu alléger le nombre d'éléments 3D dans l'insert. Honnêtement, je laisse plutôt par défaut et je maille la pièce et l'insert avec le même nombre d'éléments tétraédriques dans l'épaisseur, encore une fois. Une fois que notre maillage est réalisé, on va attribuer les différentes propriétés. Donc, si on a différents inserts, on va à chaque fois appliquer la propriété insert pièce 3D.
Et après, sur chaque insert, on va pouvoir attribuer les propriétés spécifiques et choisir notre matière pour chaque insert. Donc, première étape, on attribue la propriété insert pièce 3D. Une fois qu'on a attribué la propriété insert pièce 3D, si je vais dans les propriétés, je retombe sur cette boîte de dialogue. Premier onglet, je vais pouvoir choisir ma matière, soit métal, soit polymère. Si je choisis un métal, j'ai accès à la base de données de métaux de Molflow. Je peux aussi, au préalable, créer mon UDB pour un métal spécifique ou éditer directement les propriétés de ma matière métallique en éditant une matière existante. Donc important d'avoir sur les propriétés de matière pour la partie métal tout ce qui est propriétés thermiques, conductivité, chaleur spécifique, densité du métal, module Young, coefficient de Poisson également pour la partie méca. Et si je choisis une matière polymère, quand je vais aller dans sélectionner, j'ai le choix de choisir un thermoplastique parmi la base thermoplastique de Molflow ou d'intégrer un thermoplastique que j'ai créé au préalable ou la base thermodurcissable et dans des cas plus rares, choisir un matériau composite avec un insert orthotrope ou anisotrope avec des propriétés à renseigner. C'est un peu plus rare qu'on ait ce type d'insert composite, mais on a eu le cas. Ensuite, on va pouvoir choisir la qualité de contact vis-à-vis du coefficient de transfert de chaleur local, donc soit en réglant avec les valeurs par défaut utilisées dans les options solver, soit avec un contact parfait où on aura une très bonne qualité de contact entre la pièce et l'insert, soit en spécifiant cette valeur de conductance. Et on va également régler, donc ça c'est aussi important, la température initiale de l'insert à laquelle je vais le mettre dans l'outillage. Donc soit par défaut c'est 25 degrés, on dira la température ambiante, soit si mon insert il est préchauffé avant d'être mis dans le moule, je spécifie aussi cette température et je vais également pouvoir spécifier un temps de contact avant injection, parce que l'insert en fonction de la température moule, il va pouvoir commencer à se chauffer avant ma phase d'injection. Donc également important de spécifier un temps de contact avant injection. Donc si en général 0 secondes, c'est rarement le cas, il y a quand même un temps de contact entre le moule et l'insert. Donc l'idée c'est d'avoir une idée du temps de contact plus ou moins précise quand même pour spécifier que l'insert il va quand même un petit peu chauffer en fonction de la température outillage. L'insert, ça va avoir un impact sur le remplissage ou sur la réticulation de ma matière sur la partie thermodurcissable et bien sûr sur la déformation. Donc ici, cette pièce, donc avec l'insert, ici on retrouve par exemple un delta Z de l'ordre de 0,27 mm. Sans l'insert, j'ai un delta de 0,43. Donc ici, il va rigidifier la pièce, améliorer la tenue de la pièce et améliorer la déformation. Dans d'autres cas, le fait d'intégrer des inserts, si je suis sur des connecteurs en cuivre, ce genre de choses, très enclavés dans la géométrie, ça peut augmenter le retrait volumique aussi dans certaines zones et aussi accentuer une déformation. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, il faut l'intégrer et ça va permettre d'avoir la déformation de l'ensemble, pièce plus insert, très important pour la partie mécanique de l'ensemble, bien sûr. Hein. Regarder une déformation sans avoir intégré notre insert, ça sera vraiment pas viable, quoi. Et donc aussi par exemple si je fais du surmoulage et que j'ai 3-4 connecteurs et qu'après mes connecteurs ils vont être assemblés ou branchés quelque part, je vais aussi pouvoir visualiser par exemple l'anthrax entre les connecteurs et vérifier que les connecteurs se déplacent pas trop post-moulage, bien sûr. Ici un petit exemple où on a notre pièce bleue qui est la pièce injectée. Plusieurs connecteurs en cuivre, ce que vous pouvez voir ici en rose-orange, et une pièce plastique qui est de la même nature que la pièce bleue, donc la pièce jaune qui permet de placer les 10 connecteurs dans l'outillage directement d'un seul bloc. Donc la pièce jaune, elle permet vraiment de mettre tous les connecteurs d'un coup
dans le moule et c'est la même matière plastique que la pièce bleue. Ici, on peut voir un petit test au niveau des différents temps de contact spécifiés. Donc, un temps de contact tout à gauche de 0 secondes, un temps de contact de 1 seconde, un temps de contact de 5 secondes. Donc, on voit aussi donc, temps de contact de 0, c'est-à-dire si je place mon insert à 25 degrés, quand je commence à injecter, tout est à 25 degrés. Si je mets 1 seconde, on voit que déjà les températures sont totalement différentes. J'ai une température moule à 80. Ben, déjà, ce qui est en contact avec le moule, ça va venir très vite, bien sûr en fonction des propriétés thermiques de mon insert métallique, mais très vite ici, je suis directement à 80 degrés. Mais je vais commencer aussi à chauffer le reste par conduction. Donc à l'intérieur, vous voyez, je suis à 43, 53 degrés. Donc ce temps de contact, il a quand même déjà beaucoup d'importance sur la température qui va être calculée avant d'injecter. Et si je mets un temps de contact de 5 secondes, on voit que j'augmente encore plus en température et je commence à me rapprocher sur la globalité de l'insert à presque 80 degrés. Donc pas exactement, hein, je suis à 67, 73 dans certaines zones, mais je commence quand même bien, mon insert il commence à être très proche de ma température outillage. Donc quand même bien vérifier cette donnée d'entrée parce que ça va être impactant sur la partie remplissage compactage hein, tout de même. Et après, on a aussi la qualité de contact au niveau de la conductance à l'interface entre les inserts et ma pièce plastique. Donc si je laisse sur les options par défaut, on voit par exemple à l'intérieur que j'ai une température de 71 degrés. Si je mets une conductance à l'interface de 30 000, je vais avoir une meilleure qualité de contact, donc mon insert aussi sera plus chaud durant ma phase d'injection. Je vais améliorer la qualité de contact entre ma pièce plastique injectée et mes inserts. Et si j'augmente encore cette conductance à l'interface, que je mets 90 000, où on se rapproche d'un contact quasi parfait, je vais avoir aussi une meilleure transmission, je vais avoir plus de transmission, une meilleure transmission de chaleur entre ma pièce et mes inserts. Donc cette notion de qualité de contact, de conductance, va également jouer sur les températures calculées. Grosso modo, je conseille quand même, on a en général pas un contact parfait, hein, donc c'est rare qu'on ait un contact parfait, qu'on soit sur des valeurs de l'ordre de 90 000, mais on a rarement un contact parfait entre les différents composants. On va également pouvoir analyser, si je suis sur un insert plastique, la zone de refondu. Donc ici, c'est exactement la même nature que la pièce injectée. Donc ici, on va dire, c'est pas grave d'avoir de la zone de refondu dans ce cadre-là, mais on va pouvoir avoir les zones qui refondent. J'ai tendance à dire que c'est des zones, si les deux matières plastiques sont de nature différente, c'est quand même en général quelque chose à éviter parce que ça peut impacter vraiment grandement la qualité de notre produit. Et après, peut-être dans certains cas, le fait d'avoir une peau mince, ça peut quand même améliorer la résistance structurelle. Donc, l'interprétation de ce résultat, on va dire, c'est un petit peu quand même au cas par cas. En tout cas, on va pouvoir visualiser ça. J'ai tendance à dire qu'il vaut mieux éviter d'avoir des zones de refondu, surtout quand on a des matières, différentes, des matières différentes au niveau des inserts. Ici, c'est la même matière, donc voilà, c'est pas grave en soi ici. Donc ça, c'est de manière générale, donc impact sur remplissage, compactage et bien sûr sur la déformation. Et à ça, à notre étude, on va pouvoir directement aussi rajouter une surcouche pour visualiser la déformation, le déplacement de mes inserts durant le cycle d'injection. Et aussi, bien sûr, si mon insert il a subi un déplacement à la fin de mon cycle, ben, je vais aussi voir directement l'impact sur la déformation parce que mon insert à l'intérieur de ma pièce, il sera aussi déplacé. Donc ça peut aussi être sujet à des problématiques d'étanchéité ou ce genre de choses. Donc en fonction du cas de figure, des fois on va savoir que mon insert, grosso modo, selon comment il est tenu, qui va pas forcément se déplacer. Et si on suspecte un déplacement qui peut être relativement important, comme sur ces deux cas de figure,
C'est quelque chose directement à intégrer au calcul. Comment on procède pour ça? Donc déjà, qu'est-ce que va permettre l'analyse Core Shift? Ça va permettre de visualiser le déplacement des inserts donc, durant ma phase de remplissage compactage et les contraintes qui s'exercent dessus. Le déplacement de l'insert, il va aussi pouvoir faire varier les épaisseurs de ma pièce injectée parce que le Molflow va recalculer les épaisseurs, donc ça peut modifier le remplissage dans ma cavité et changer la position aussi de ligne de soudure, d'occlusion d'air. Ça peut clairement impacter le remplissage. Ça va être aussi un critère de décision si j'ai des déplacements importants ou des contraintes importantes. L'idée, ça peut être aussi de tester les différentes positions d'injection possibles et essayer de placer le point d'injection pour avoir le moins de déformation sur mes inserts. Donc, dès le départ, dès l'avant-projet, ça peut être un critère de choix pour le placement du point d'injection. Donc, surtout à ne pas négliger ou pour optimiser la conception de la pièce ou le blocage des inserts. Parce que si on ne l'anticipe pas en amont, après on peut se retrouver quand même avec des problématiques très compliquées à corriger une fois que le moule il est fait. Comment on procède? Sur les nœuds, il va falloir mettre des conditions de blocage selon comment l'insert il est maintenu dans le moule au moment où je vais injecter. Donc souvent on va mettre soit du blocage fixe si j'ai des éléments du moule tout autour, soit on peut mettre des contraintes unidirectionnelles et dire qu'il est juste libre en X positif et bloqué en X négatif. Pareil pour Y, pareil pour Z. En tout cas, toujours se dire comment mon insert est maintenu dans l'outillage et mettre les contraintes nodales qui vont bien. Toujours spécifier au moment où j'attribue les contraintes à bien utiliser lors d'une analyse de déplacement de noyau ou d'insertion moulée pour qu'elles soient bien prises en compte. On a la possibilité, donc bien sûr, sur les contraintes unidirectionnelles, par défaut, il va utiliser le repère global de Molflow, mais je peux spécifier des contraintes vis-à-vis d'un repère local. Donc je vais créer mon repère local, je vais activer ce repère local, et une fois que je spécifie mes contraintes vis-à-vis du repère local activé, c'est ça ce qui va prendre en compte. Donc aussi bien classer les contraintes si j'ai mis des repères locaux dans les différentes dans les différents layers pour un petit peu s'y retrouver. Et on pourrait aussi prendre en compte des broches rétractables, dire que l'insert il est maintenu un certain temps dans l'outillage, une certaine zone est maintenue un certain temps durant l'injection et après la contrainte elle est libérée. Petite astuce pour que le modèle il soit plus léger, plus digeste au niveau de l'interface utilisateur. Souvent, des fois, on va pas s'embêter, on va sélectionner toute notre zone, mais on va aussi sélectionner tous les nœuds à l'intérieur de notre épaisseur. Du coup, ça veut dire qu'on va mettre beaucoup de contraintes sur énormément de nœuds vu qu'on sélectionne aussi ceux qui sont à l'intérieur. Et ça va alourdir notre modèle et honnêtement, il sera plus difficile à manipuler. Ça va vraiment alourdir la gestion du modèle, ne serait-ce qu'au niveau de la rotation, de la translation du modèle dans l'interface. Donc effectivement, des fois, ça peut être plus simple à appliquer, mais après, ça va vraiment l'alourdir. On met trop de contraintes nodales, en fait. Donc, le mieux, c'est quand même de mettre uniquement les contraintes en surface de l'insert. Alors, c'est peut-être un petit peu plus fastidieux, mais honnêtement, ça va vraiment vous faciliter et ça va vraiment alléger le modèle. Donc, c'est comme ça que c'est ce que je vous préconise, de faire, de sélectionner les nœuds en surface. Des fois, il vaudra mieux sélectionner d'abord plus de nœuds avec les fonctions avancées, sélectionner tous les nœuds de la même surface et après désélectionner ce qui ne nous intéresse pas. En tout cas, sélectionner uniquement les nœuds en surface permettra une meilleure gestion du modèle au niveau de ces contraintes de blocage. Et pour le core shift, au niveau des options du solver, alors là, c'est ce qu'on recommande, c'est ce qui permet d'avoir le plus recommandé, c'est-à-dire le plus d'informations et le plus d'informations liées à ce calcul de déplacement d'insert et également la meilleure précision. Donc bien sûr, la case, une fois que j'ai mis mes contraintes, la case est par défaut cochée. Au niveau des températures de l'insert,
je vais pouvoir calculer la température transitoire des inserts pendant l'écoulement. C'est l'option la plus précise. Pouvoir effectuer le déplacement de mes inserts lors du remplissage et du compactage, à bien spécifier aussi. Mettre à jour le maillage lors de l'analyse du déplacement d'insert pour recalculer les nouvelles épaisseurs et voir l'impact sur le remplissage de ce déplacement. Bien sûr, calculer le déplacement après la phase de remplissage, parce qu'il peut aussi se redéplacer durant la phase de compactage. Utiliser des tétraèdres adineux plus précis, un peu plus long en temps de calcul, mais plus précis. Et en 2025, par défaut, peut-être certains l'ont remarqué, il ne va pas nous sortir la contrainte de von Mises calculée sur les inserts. Dans les anciennes versions, c'était défini par défaut. Donc là, en 2025, par défaut, c'est sur aucun. Donc si vous voulez le résultat de von Mises, spécifiez-le bien ici dans les options, du solver. Le fait de ne pas le mettre, ça va accélérer aussi quand même le temps de calcul. Donc à choisir, je suis quand même friand de le mettre. Si on ne le met pas, si on laisse aucun, on aura le déplacement durant le cycle et le déplacement final. On ne visualisera pas la contrainte qui s'exerce dessus. Donc on va dire on laisse le choix par défaut. Maintenant, on l'affiche pas ce résultat pour accélérer le temps de calcul. Si on le souhaite, ne pas oublier d'activer ça dans les options, dans l'option solver. Et au niveau des résultats, donc, on aura un résultat sur le déplacement de l'insert, déplacement final de l'insert, la contrainte de von Mises qu'on peut aussi comparer à la limite élastique et se dire bah ok, avec telle position de point d'injection, on aura beaucoup plus de contraintes, beaucoup plus de déplacements, c'est peut-être pas la solution à privilégier, même si elle peut être mieux d'un point de vue remplissage, compactage, comme dit. Ce déplacement d'insert, ça peut vraiment être un critère de choix sur la conception de la pièce et sur le placement du point d'injection. Et ici, un petit comparatif, par exemple, entre une position d'injection où j'injecte ici au centre de la pièce, ce qui permet en soi d'avoir un meilleur équilibrage du remplissage, mais par contre, beaucoup plus de déformations liées aux inserts et beaucoup plus de contraintes qui s'exercent sur les inserts vis-à-vis de la position 2 où j'injecte de manière latérale et je crée moins de déplacements ici sur mes inserts. Donc c'est vraiment un choix, un compromis à faire entre les différentes solutions. Mais quand même, souvent, si on a des déplacements assez importants, mais déjà si je suis à des déplacements de 0,1, 0,2, 0,3 mm sur des inserts, c'est voilà, c'est quelque chose, c'est un déplacement qui commence à être considérable et qui peut impacter grandement la qualité de ma pièce, finale. Alors ici, je ne parle pas de déformation post-moulage, hein, je parle vraiment de déplacement durant le cycle. Après, bien sûr, on analysera le déplacement qui a pu se faire à cœur et le déplacement même dans les zones de blocage dans la partie déformation, parce qu'après, au niveau de l'anthrax entre les différents connecteurs, ce sera aussi à valider post-moulage. Est-ce que l'assemblage derrière pourra bien se faire? Est-ce que l'anthrax est respecté vis-à-vis de ma déformation post-moulage de l'ensemble, pièce plus insert? Voilà un petit peu. Ah bah j'ai fini. Voilà, l'idée c'était un petit peu de vous donner voilà, les principales billes, les choses où faire un petit peu attention, ce qu'on peut paramétrer dans le calcul. Encore une fois, si vous avez des inserts, bien valider la CAO, ce qu'on souhaite simuler, avec cette surcouche en plus sur la partie core shift, qui des fois vraiment est nécessaire. Des fois, je ne vais pas l'intégrer parce que je vais savoir que mes inserts ne vont pas trop se déplacer et qu'ils sont bien maintenus. En tout cas, pour la déformation et l'écoulement, important de les intégrer et possible d'intégrer cette surcouche en plus sur la partie core shift. Merci à tous de votre attention et je suis à disposition si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à les écrire dans le chat directement.
Une question. Peut-on supprimer les éléments des corps fictifs après le maillage pour simuler un volume vide comme dans la réalité? Oui, on peut les supprimer. On peut les supprimer. Je réfléchis à haute voix. Dans tous les cas, on peut les supprimer. Et c'est pour ça qu'il faut bien vérifier le nombre de régions de connectivité, parce que si on vérifie pas le nombre de régions de connectivité et qu'on a des volumes de vide, bah, il va considérer par défaut que c'est une propriété pièce 3D. Donc l'étude l'étude va pas aboutir parce qu'il voit une pièce 3D qui n'est pas connectée à mon point d'injection. Déjà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si je reste en séquence remplissage, compactage, déformation. Euh, Grosso modo, ces volumes vides, après maillage, faut que je les supprime. Deuxième chose, si j'intègre ma thermique outillage, je peux les laisser modéliser en 3D, ce vide, mais du coup, je vais dire que c'est un insert moule 3D ou un bloc de moule 3D, mais pas avec une propriété acier, avec les propriétés de l'air. Donc, en gros, pour moi, pour résumer, si je suis en séquence remplissage, compactage, déformation, je les supprime complètement. Si j'ai intégré ma thermique moule FEM, je peux les garder en spécifiant que ce soit un insert moule et que c'est de l'air, par exemple. Comment détecter et corriger les défauts de coïncidence avec Fusion? Alors, quand vous ouvrez un multi-composant dans Fusion, un assemblage, vous allez pouvoir faire un diagnostic d'interférence entre les différents corps et vérifier si les phases sont coïncidentes. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un cas de figure où, bah, en fait, j'avais un petit jeu entre mes inserts, enfin, j'ai une petite interférence entre mes inserts et mes composants. Bah, en fait, j'ai recréé le volume interne de ma pièce, de mes inserts, et j'ai refait un petit travail de CAO pour avoir une coïncidence parfaite et vérifier vis-à-vis de ce diagnostic d'interférence que j'ai bien toutes les faces coïncidentes et pas d'intersection entre mes différents composants. Donc en tout cas, on a des outils de diagnostic d'interférence dans Fusion directement. Donc en fonction du cas de figure, soit je retravaille l'insert, soit des fois je l'ai déjà recréé limite de toute pièce pour qu'il soit parfaitement coïncident. Dans le cas d'un surmoulage bimatière, injection d'une première matière puis d'une seconde dans le même moule, il faut passer par le surmoulage d'insert quand on est pardon, le surmoulage thermoplastique. On change de process dans Molflow. Et ça, c'est valable pour un moule rotatif ou pour un moule à écluse, dès lors que la première injection reste dans l'outillage. Du coup, on passe par le surmoulage thermoplastique. Si la première injection, elle sort de l'outillage, c'est du surmoulage d'insert. Pour le contact, le coefficient d'échange, quelle valeur prendre si un alliage acier ou cuivre? Euh, c'est ah, il y a une petite différence entre le fait de de laisser le réglage dans les options avancées par défaut et par exemple de mettre une conductance à l'interface de 30 000. Dans tous les cas, on ne sera pas sur un contact parfait, mais effectivement, voilà, ça a un petit peu joué sur les températures. Toujours quelque chose de difficile à dire parce que c'est pas vraiment une valeur qu'on connaît, qu'on maîtrise. Je dirais que j'ai tendance à laisser à laisser le réglage par défaut, qu'on ait un peu une moins bonne qualité de contact vis-à-vis des réglages des options avancées, euh, comme ça peut être le cas si je règle en fait, si je mets par exemple une thermique moule,
la même notion de qualité de contact entre un bloc de moule et ma pièce ou entre un insert moule et un insert moule et ma pièce. Euh, Ça va être aussi dépendant de la pression de contact, de ma force de verrouillage. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à cette qualité de contact. Est-ce que j'ai du jeu un petit peu en réalité entre mon insert et entre ma pièce plastique et mon insert métallique? Voilà, il y a beaucoup de variables, donc dans tous les cas, on aura quelque chose de robuste avec ce qui est par défaut. En tout cas, il ne faut pas mettre pour moi un contact parfait. Je ne pense pas qu'il faut mettre un contact parfait. Après, laisser par défaut, mettre une valeur de 20 000, 30 000, oui, il y aura des petites différences, mais c'est dur d'avoir cette valeur précisément. Au niveau du maillage, le maillage en contact insert plastique doit être parfaitement identique. Y a-t-il une préconisation ou une façon de faire en CAO pour avoir un bon résultat? Alors effectivement, si en CAO, dans votre outil de CAO, le diagnostic d'interférence détecte les phases coïncidentes, Molflow va le détecter aussi. Par contre, si votre diagnostic d'interférence en CAO ne vous montre pas les zones coïncidentes, la corrélation exacte du maillage, elle va pas se faire dans Molflow. Donc c'est toujours mieux d'avoir cette corrélation de maillage. Dans certains cas, selon comment la pièce a été conçue, si les deux composants ils ont été créés en surfacique dans des outils de CAO spécifiques, surfacique, des fois ça va pouvoir être compliqué à retravailler en CAO. Le plus important, c'est d'avoir la même taille de maille entre les inserts. Mais des fois, ça va pouvoir être plus fastidieux d'avoir cette corrélation exacte. Donc, des fois, on va pouvoir peut-être essayer d'éviter, enfin, entre guillemets, on va un petit peu s'enlever une épine d'une pied et ne pas passer trop de temps à essayer d'avoir une corrélation exacte de par la nature de ma CAO. Mais si je peux faire quelque chose de simple en CAO pour avoir des phases coïncidentes, je vais essayer de le faire très clairement. Surtout au niveau de l'échange d'informations entre l'insert et la pièce. Euh, et puis si je veux faire aussi, si je veux inclure le core shift, ce sera mieux et plus simple à gérer au niveau des conditions de blocage, le fait d'avoir des mailles coïncidentes. Si on peut l'avoir, c'est clairement mieux. Si c'est compliqué à faire en CAO, on va dire des fois on va s'enlever cette contrainte. Faut-il avoir un maillage plus fin au niveau des contacts? Non, pas forcément. Euh, Pas forcément. Le mieux, c'est d'avoir la même taille de maille et la coïncidence. Après, le maillage fin, ben, euh, si c'est plus lié au remplissage, si j'ai des petites zones, ben, dans tous les cas, je vais raffiner. Après, si je mets la corrélation exacte et si je raffine certaines zones de ma pièce, il va mettre le même maillage en face au niveau de l'insert. L'astuce pour avoir un maillage coïncident, c'est que en CAO, dans mon diagnostic d'interférence, je vois mes phases coïncidentes. C'est clairement ça. À quelle caractérisation mécanique de la base matière doit-on raccrocher la contrainte de von Mises? Alors, c'est pas une donnée utilisée pour le calcul, mais en fonction de notre insert, soit métallique, soit plastique, euh, sur la fiche matière fournisseur, du fournisseur matière. L'idée, c'est de retrouver la limite élastique de notre matière et comparer la contrainte à la limite élastique, de la matière. Mais c'est pas une information qu'on aura dans Molflow. C'est à retrouver sur notre fiche matière métallique ou sur notre fiche matière de notre matière plastique vis-à-vis du fournisseur matière. Alors je vais
revérifier si j'ai pas sauté des questions. Euh, Ça, j'y ai répondu. Alors, j'ai fait le tour des questions. On a encore un petit peu de temps. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vais attendre une petite minute pour voir s'il y a d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions, donc en tout cas, merci à tous de votre participation et des différentes questions. Toujours intéressant. Je vous souhaite à tous une très belle journée ainsi qu'un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Au revoir.